Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumishow. Première review Vinland Saga de la chaîne Fumigène. Alors quand je dis de la chaîne Fumigène, bon, Fumigène, Fumishow, c'est la même chose, hein, d'accord. Alors, je tiens d'ailleurs à vous prévenir qu'il y a de fortes chances que cette review soit un petit peu longue. Par conséquent, je la cutterai en plusieurs parties. De toute façon, ce n'est pas très grave dans le sens où il n'y a pas beaucoup de tomes de Vinland qui sortent à l'année. Ben, il n'y en a que un ou deux grands max, et encore. Donc, je pense que je peux cutter la vidéo et la sortir toutes les semaines ou une par mois, on verra. Mais en tout cas, je tiens à vous prévenir qu'il y a de fortes chances que cette vidéo soit un peu plus longue que les autres. Après, Vinland, c'est un manga dans lequel il y a énormément de choses à dire et même une review de ce format-là n'arrivera pas à couvrir tout ce qu'il y a à dire sur Vinland parce que non seulement le fait qu'on reprenne des faits historiques et avec tous les sous-textes qui sont distillés à l'intérieur du manga, toutes les choses dont il faudrait parler, même si on devrait raccrocher un peu les événements du début du manga à maintenant, il y a trop de choses à dire sur Vinland, c'est très compliqué. Mais déjà, j'aimerais balayer un petit sujet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reviews Vinland sur la toile. Alors, on va me dire, bah si, il y en a eu sur l'animé. Il y en a eu très peu sur l'animé, d'accord? Et sur le manga, j'ai regardé, il n'y en a pas énormément en vrai. Il y en a, attention, mais il n'y en a pas énormément. Pourquoi, selon vous? Je vous pose la question. La réponse est plutôt simple. Ce n'est pas que Vinland Saga ne ferait pas de vues, ne va pas faire de vues, c'est un manga qui est quand même maintenant, qui commence à être de plus en plus populaire. Les gens reconnaissent la qualité de Vinland Saga, très clairement. Les gens mettent, même, il y a beaucoup de personnes qui mettent Vinland Saga au niveau d'un Berserk et au niveau d'un Kingdom, très clairement. Donc les gens reconnaissent la qualité de Vinland Saga. Mais c'est juste que, il faut se dire une chose, c'est que le youtubeur, encore une fois, lui, cherche à faire des vues. Et Vinland Saga, même s'il pourrait lui apporter des vues, par exemple, le chef Otaku fait une review sur Vinland Saga, il fera des vues. Il en fera pas énormément, autant que sur Dragon Ball, mais il fera des vues. C'est juste que le rythme de sortie de Vinland Saga ne se prête pas à de la review quotidienne. Les youtubeurs, on va dire dans leur grande majorité, à 90%, traitent des mangas qui sont en hebdo. Parce que toutes les semaines, ils peuvent faire leur review, et donc toutes les semaines, ils engrangent des vues. C'est pour ça que Vinland Saga n'attire pas énormément de youtubeurs, tout simplement parce que il y a trop peu d'actualité Vinland Saga pour pouvoir tenir, on va dire, des spectateurs en haleine. C'est compliqué. T'as un tome par an, donc le problème, c'est que tu vas traiter ton tome, et après, c'est rendez-vous l'année prochaine. Et les youtubeurs, eux, ils veulent faire des vues, on va dire, constamment. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de reviews Vinland Saga. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire que c'est une excuse. Je suis pas en train d'excuser le fait qu'il n'y ait pas de review Vinland Saga, pas du tout. C'est juste que c'est l'explication, selon moi, la plus plausible. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est qu'on peut aussi parler d'un manga toute l'année, et quand le tome de Vinland sort, on peut en parler aussi. Vous voyez ce que je veux dire? L'un n'empêche pas l'autre. Donc ça reste, on va dire, selon moi, une fausse excuse. C'est même pas une excuse, ça reste, selon moi, on va dire, un argument qui se tient, mais qui se démonte assez rapidement. Donc, on va parler de ce tome 27, les frérots. Et encore une fois, on est sur un tome masterclass. De toute façon, les tomes de Vinland sont quasiment tous des masterclass. Il n'y a aucun tome à jeter dans Vinland. Il y a eu un moment, une petite baisse de niveau, mais même avec le recul, même quand je relis des fois Vinland, même cette petite baisse de niveau dans Vinland était nécessaire pour l'évolution du personnage et était nécessaire scénaristiquement pour qu'on puisse maintenant avoir ce qu'on a actuellement. J'ai envie de dire maintenant, la volonté et la vision de l'auteur, c'est très clair. C'est très clair, il en parle à la fin du tome. Il est en train un petit peu de remonter le cycle de l'humanité et de nous raconter une rencontre. Finalement, tout était fait pour nous amener là. Et c'est pour ça que je pense effectivement qu'on est nous sommes dans les derniers instants de Vinland. Alors je dis pas qu'il va finir ça au tome 28 ou 29, pas du tout. Ça peut encore aller, ça peut faire beaucoup de tomes. Mais on sent qu'on est sur la finalité de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, dans ce tome 27, on revient un petit peu sur les événements. Thorfinn est donc arrivé au Vinland. C'est donc la terre de tous les espoirs. La terre, voilà, pour laquelle il a monté toute cette expédition. Thorfinn, il faut bien comprendre une chose, c'est que Thorfinn, maintenant, c'est un guerrier de la paix, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être assimilé à la guerre, il ne veut plus de guerre. C'est-à-dire qu'il rejette la guerre de toute son âme, de toutes ses forces, d'accord? Et le Vinland, pour lui, cette terre, c'est une terre de paix, c'est une terre sur laquelle il aimerait vivre en paix. Maintenant, l'ironie pour lui, c'est que, sans le vouloir, il est en train d'y amener la guerre. Mais il ne le veut pas, bien évidemment. Mais bref, ils sont arrivés au Vinland.
Ils ont commencé à défricher, ils ont commencé à faire des plantations, ils ont abattu énormément d'arbres, ils ont déjà fait énormément de choses, ils ont déjà énormément changé le paysage. Déjà, rien que ça, il y a un sous-texte sur ça, évidemment. Et c'est là où Makoto Yukimura est très fort. Pourquoi? Parce que rien que là, on te montre deux modes de vie qui sont différents. Deux peuples qui vivent à la même époque, donc les Elnu et les Norrois, d'accord? Et on te montre que déjà les deux modes de vie sont différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre en vrai. Et l'auteur ne te donne pas cette impression qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les Elnu, eux, ils vivent en communion avec la nature. C'est-à-dire qu'eux, ils remercient la nature de tous les bienfaits. Abattre des arbres, faire des choses comme ça, ce n'est pas leur manière de penser, ce n'est pas leur idéologie. Ils vivent de ce que la nature daigne leur donner. D'accord? Les Norrois, c'est littéralement différent. C'est je vais utiliser la nature pour augmenter ses capacités de production, pour pouvoir me nourrir, d'accord? Pour faire du blé, etc. C'est deux modes de vie totalement différents, radicalement différents. Et Makoto Yukimura est en train de nous montrer que il y a énormément de difficultés à ce que les deux peuples puissent s'entendre, même s'il y a une volonté de s'entendre, il y a quand même des modes de vie qui sont tellement différents que malheureusement, l'étincelle de la guerre peut partir à n'importe quel moment, peut partir de n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Et c'est ça déjà qui est très intéressant, c'est de voir les deux modes de vie différents de ces deux peuples. Parce que d'une certaine façon, tu es un peu en empathie avec les Elnu, parce que tu te dis, ils sont sur leur terre, ils ont les Norrois qui arrivent, et c'est les Norrois qui sont les envahisseurs, entre guillemets. C'est les Norrois qui viennent changer les règles du jeu. Eux, ils sont chez eux, ils vivent paisiblement, et au final, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent changer leur mode de vie, qui viennent leur apporter une vision différente et qui viennent imposer leur présence d'une certaine façon. Donc, Thorfinn, lui, dans sa manière d'aborder les choses, lorsqu'il arrive au Vinland, il est dans un état d'esprit de paix, c'est-à-dire qu'il essaye de ne pas trop, on va dire, se faire remarquer, de ne pas montrer de signaux de guerre à l'autre peuple. C'est pour ça qu'il ne voulait pas d'épée, d'armes au Vinland. Il va d'ailleurs après avoir un conseil effectivement sur ça, mais Thorfinn essaye au maximum d'être respectueux des Elnu, allant jusqu'à dire même que s'il doit s'arrêter de défricher, ils doivent s'arrêter et ils doivent avoir un périmètre défini, il accepterait même de s'arrêter et de ne pas se développer plus que cela. D'accord? Car lui, son but n'est pas une expansion sur tout le territoire. Son but, c'est tout simplement de pouvoir manger à sa faim, pouvoir donner à sa famille et à toutes les personnes de son expédition à manger, tout simplement. Et pouvoir développer un petit village qui vit en paix. Thorfinn n'a pas d'ambition. Malheureusement, et c'est ça qui est c'est malheureux pour Thorfinn, c'est que toutes ses ambitions semblent petit à petit tomber à l'eau. Et il a beau se démener, il a beau se dépasser, il a beau faire tous les efforts possibles et imaginables, de plus en plus, la guerre se rapproche de lui. Il a fui la guerre, mais il est en train d'amener la guerre au Vinland. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Le peuple des Elmu ont quand même, du moins ceux qui sont au Vinland, ont quand même accueilli respectueusement les Norrois. Ils les ont accueillis, il y a eu une forme de discussion entre les deux, d'échange un peu de culture, qui était plutôt très intéressant. Alors les Norrois ont un petit peu perverti les Elnu en leur montrant ce que c'est que l'alcool, etc. Mais d'une certaine façon, les Elnu aussi, ont un peu montré leur culture. Donc il y a quand même un échange des cultures. Ça, c'est un autre sous-texte aussi de Makoto Yukimura qui montre que on peut avoir des cultures différentes et pourtant, au lieu de s'opposer, elles peuvent se confondre, s'assembler. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant. Cependant, chez les Elnu, tu as le chaman qui, lui, ne l'accepte pas. Il a fait un rêve prémonitoire, il a vu ce que le continent allait devenir. Et il a raison. Il a raison très clairement. Ce qu'il a vu, c'est la vérité. D'accord? Donc lui, dans la mesure où il a vu l'avenir, il est fermement opposé à ce que les Norrois restent. Donc il veut les chasser, il veut faire la guerre. Attention, la guerre ne vient pas que de Thorfinn. Elle vient aussi des Elnu, notamment le chaman. Et le chaman va faire une action un petit peu plus tard qui sera peut-être aussi une étincelle. Donc Thorfinn, entre guillemets, se retrouve maintenant entre deux feux. C'est-à-dire que d'un côté, il se retrouve avec Ivar, et il me semble que c'est Hugh aussi, qui veulent littéralement armer le camp, qui veulent faire un périmètre de défense, etc., qui veulent se préparer à la guerre. Ils ne veulent pas faire la guerre, ils veulent se préparer à la guerre. C'est pas la même chose. Et entre le chaman, qui lui veut clairement aussi la guerre. Donc il se trouve entre ces deux situations, entre deux feux, très clairement, et il se doit de faire le tampon entre les deux. Mais c'est très difficile pour lui.
L'état d'esprit de Ivar, de Hugues et de tous ceux qui veulent la guerre, c'est on doit mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre le risque de ne pas être armé, car si nous sommes attaqués, on ne pourra pas se défendre. Ils viennent d'un endroit où ils n'ont fait que la guerre, ils ont énormément connu la guerre. Pour eux, la violence, c'est normal. C'est dans leur façon d'être, on va dire. Ok ? Donc ils sont en train de faire un périmètre de défense, Thorfinn les arrête, et Thorfinn leur dit, on va faire un thing, et on va penser tous ensemble, un conseil. C'est un peu une forme d'assemblée, si vous préférez, assemblée nationale, d'accord, dans laquelle tout le monde a son mot à dire et tout le monde vote. C'est les prémices même de l'Assemblée nationale, d'une certaine façon. Vous reprenez l'Assemblée nationale actuellement en France, c'est ça. Ce sont des députés qui sont élus par le peuple et qui votent les lois ensemble. Et c'est la majorité qui l'emporte. C'est exactement la même chose. Hein. On est dans les prémices, hein, clairement et simplement. Mais Thorfinn n'a pas le dessus dans ce thing. Il n'a pas le dessus, clairement. Non pas parce que ses arguments ne sont pas bons, c'est surtout que c'est majoritairement masculin. Et les hommes vont toujours se ranger du côté de la guerre. Les femmes vont se ranger du côté de la paix, on n'arme pas le camp, et les hommes vont se ranger du côté de la guerre. Car le sujet sera évidemment, est-ce qu'on doit s'armer ou pas? D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire sur le fait est que les hommes, dans Vinland Saga, veulent systématiquement aller en guerre, surtout lorsqu'ils sont sur une terre inconnue? Est-ce que c'est une forme de courage ou de lâcheté? Est-ce que c'est de la prévention? Selon vous, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense personnellement que c'est de la lâcheté. J'irai même plus loin, je pense que c'est de la peur. Je pense que ces hommes ont peur. Ils l'admettent, hein. Hugues l'admet un petit peu. Il se dit, moi, dès que j'ai pas d'armes sur moi, je me sens pas bien. Ok? Pourquoi c'est de la lâcheté? Pourquoi c'est de la peur? Parce que au lieu d'essayer de connaître l'autre peuple, au lieu d'essayer de vivre avec ce peuple, tu préfères en avoir peur et tu préfères te dire, moi, je prépare la guerre comme ça, dès qu'il va y avoir quoi que ce soit, je vais me battre. Mais ça, c'est pas du courage. Le courage, c'est justement d'aller essayer de découvrir un nouveau peuple, d'essayer de faire des concessions aussi sur son mode de vie pour s'adapter au mode de vie de ton voisin et que ton voisin s'adapte au tien. Le véritable courage, c'est ça. C'est de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir aller à la rencontre d'un peuple inconnu sur une terre inconnue. Venir sur la terre d'autrui, imposer ton mode de vie et en plus de ça, se préparer à te tuer, ça, c'est de la lâcheté pure. Dans cette histoire, Thorfinn, c'est le plus courageux. Parce que Thorfinn, lui, prend le risque que les Elnous l'attaquent. Et lui, il ne répondra pas. Thorfinn ne répondra pas. Donc Thorfinn est le plus courageux parce que lui, il prend le risque d'être tué par les Elnous, mais au moins, il aura œuvré pour la paix. Il dira, moi, j'étais là pour la paix. Je n'étais pas là pour faire la guerre avec vous. Il sera fidèle à ses convictions. Les autres hommes de l'expédition de Thorfinn, Hugues et Ivar, eux, ils ne veulent même pas prendre ce risque-là. Ils ne veulent pas prendre le risque de se dire on va se faire attaquer. Non, on se fait attaquer, on doit rétorquer. Et ils sont même plus offensifs dans leur façon de penser que les Elnous d'une certaine façon. Parce que chez les Elnous, t'en as qu'un seul qui pense comme ça. Là, chez Thorfinn, c'est la majorité. Lorsqu'ils vont faire un vote, un moment, toutes les femmes vont se retrouver d'un côté et les hommes vont se retrouver de l'autre côté. Mais ce qui va mettre fin, évidemment, à ça, c'est l'arrivée des Elnous et le fait que tu es un homme qui est, on va dire, amené une épée. Donc il n'a pas respecté les règles de Thorfinn, parce que Thorfinn avait clairement dit les choses. Et c'est là où on est encore... Moi, je suis en empathie avec ce protagoniste, parce que le gars a posé les bails depuis le début. Le gars l'a dit à toutes les personnes qui sont venues avec lui de l'expédition, il leur a dit, je ne vais pas pour faire la guerre sur ce pays. Je ne vais pas faire la guerre. D'accord ? Donc tous ceux qui viennent, si vous venez avec moi, c'est pour faire la paix, c'est pour vivre en paix. On est dans une optique de vivre en paix. D'accord ? Et visiblement, il y en a certains qui sont venus, mais avec des intentions différentes de celles de Thorfinn.